Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos qui expliquent qu'un bon projet commence toujours par une pré-production millimétrée. C'est-à-dire qu'on fait des moodboards, on recherche des inspirations, on écrit, et quand on a le temps de le faire, évidemment, faut le faire. Mais aujourd'hui, on va parler d'un cas de figure qui, j'en suis sûr, va parler à pas mal de personnes et qui n'a rien à voir avec ça. Figure que vous allez rencontrer probablement très souvent, surtout si vous débutez. Pas de préparation, pas de budget, pas de temps. Juste vous, votre matériel et ce que vous arrivez à sortir sur le moment, quoi. Alors comment réussir à faire une vidéo qui claque et qui raconte quelque chose de bien avec ce qu'on a à disposition? Ici c'est de la bonne volonté, un sujet cool et par-dessus tout du jus de cerveau. Il y a quelques temps, mon ami Guillaume, qui est à la tête du Mediabrop, m'appelle et me dit qu'il a une opportunité de zinzin. Aller suivre Johan Zarco, pilote de MotoGP, sur une journée d'entraînement de pré-saison. Ni une ni deux, je saute dans le train et je me retrouve à aller en Espagne avec lui avec une seule idée en tête, essayer de faire un espèce de vlog ou de reportage qui suivrait Guillaume sur place sur une journée d'entraînement avec Johan. Mais sans trop savoir ce qui allait se passer, ni ce qu'on allait voir, ni ce qu'on pourrait raconter. On n'avait que très peu d'informations en dehors de l'endroit et de l'heure de rendez-vous. Les images que vous voyez là sont des extraits de la vidéo finale. On va parler de la préparation, du shoot, du matériel utilisé et puis de la post-production. Vous vous en doutez, ce chapitre-là, il va être plutôt court, vu la nature du projet. Mais même quand je pars à l'arrache, j'essaie de garder un espèce de process, en tout cas dans ce genre de cas de figure-là. Je me fais une sorte de carnet de route sous forme de points dans mes notes. Et l'idée, c'est de me poser 2-3 questions comme qu'est-ce que je veux raconter et qu'est-ce que je sais, même dans l'imprévu, avec certitude, qui va se passer. Par exemple, si je filme un mariage, je sais qu'il y aura des préparatifs, une cérémonie et puis une fête. Si je filme un artisan, même sans l'avoir rencontré, il y aura forcément des gestes techniques, un lieu visuellement fort et probablement une relation particulière entre lui et la matière. Si je filme un événement sportif, je sais qu'il y aura un départ, une course ou un match, un résultat final et puis des émotions. Dans mon cas, moi, je savais qu'on allait sur un circuit, je savais qu'on avait un pilote qui allait piloter, et que Guillaume était mon personnage principal. Je crois qu'on va la couper celle-là, on va la refaire, car le connard. À partir de là, je me note des choses simples sur le trajet, comme Guillaume entre dans les paddocks, caméra embarquée. Découverte des garages, ambiance coulisses. Mettre en avant la personnalité de Zarco, humaniser le champion. Capter les moments de concentration, de tension, sport extrême. Je note aussi le fait d'envisager le montage final dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que raconter la journée du début à la fin, sans sauter les étapes. Ça révolutionne clairement pas le genre, mais ça m'enlève un poids tout de suite et puis surtout ça me donne un semblant de direction. Je vous avoue que la liste est longue, des choses que je me suis notées, mais je pense que vous avez capté l'idée. En gros, je me note des évidences. Ça évitera d'être complètement perdu sur place. C'est la partie fun, et en même temps, probablement celle qui a été le encore plus à l'arrache que ce que j'aurais pu imaginer. Et comme souvent sur les projets run and gun, on n'a pas le temps de se poser des questions, donc il faut se mettre en pilote automatique. Et qu'est-ce qu'on fait en pilote automatique? On applique les bases. Les bases qui sont censées nous obtenir des résultats plus ou moins efficaces, ou en tout cas pas dégueulasses. Respectez les règles de composition de base comme la règle des tiers, vous mettez sur votre moniteur ou dans votre cerveau cette espèce de grille, et lorsque vous cadrez, vous mettez votre sujet sur une des barres ou sur un point d'intersection. C'est la règle la plus simple. On la connaît tous. On sauvegarde au maximum ses hautes lumières, quitte à jouer avec des silhouettes. C'est pas grave si on joue avec des silhouettes. C'est beau une silhouette, faut pas en avoir peur. On n'est pas toujours obligé de voir le sujet pour comprendre ce que c'est. Et puis on va pas se mentir, ça a toujours son petit effet, la silhouette. En vrai, ça claque. Si vous pouvez, gardez votre sujet entre la source lumineuse et votre caméra. Ça créera du contraste. Et le contraste, c'est joli. Ça peut être très intimidant, notamment quand on débute, on a tendance à tout aplatir. Mais vous n'êtes pas obligé. Variez au maximum les valeurs de plan. Quand vous filmez une scène, si vous pouvez, essayez toujours de raisonner comme ça. Commençons par le large pour situer l'action, des plans moyens pour faire avancer une histoire par exemple, et des inserts pour mettre l'accent sur un détail. Et parce que c'est ultra cool aussi les inserts, on va pas se mentir, ça a toujours son petit effet, il suffit juste de regarder n'importe quel film de Edgar Wright pour s'en rendre compte. Si vous avez le temps, votre sujet vous le filmez de face, de dos, de côté, côté droit, côté gauche, absolument partout. Réfléchissez pas trop, appliquez les règles qu'il y a au-dessus, les règles de composition de base, et puis à la rigueur, ça vous donnera un peu plus de choix au montage. Ça c'est pour l'image, mais le plus important, c'est évidemment le son. Et oui, parce que si je baisse la résolution de ce cadre-là, mais que je garde cet audio-là, a priori, vous pourrez continuer à regarder la vidéo. Tandis que si je fais l'inverse, c'est clairement mort. Privilégiez l'audio, quoi qu'il arrive. Gardez toujours un œil sur vos niveaux. Faut pas que ça sature et faut pas que ce soit trop bas non plus. Visez des pics à environ moins 6 décibels, et puis a priori, vous aurez de quoi faire après en montage sans trop de problème. Et pour finir, écrivez ce que vous voyez, ce que vous vivez tout le long du tournage. Tout à l'heure, je parlais de carnet de route, de bullet points pour se rassurer, mais en fait, une fois que vous arrivez sur le tournage, c'est souvent effectivement très différent de ce que vous aviez imaginé, en dehors des certitudes évidemment. Moi, en l'occurrence, je me suis très vite aperçu que
Bah, c'était pas vraiment un entraînement comme on l'imaginait, avec une chier d'ingénieurs, avec des trucs hyper techniques, peut-être, je sais pas moi, j'avais imaginé potentiellement du monde dans les gradins. Bon, il y avait pas vraiment de gradins, et il y avait clairement pas d'ingénieurs. En fait, on est arrivé sur le circuit avec Guillaume, et tout était plutôt normal, voire même chiant. Et du coup, à partir de là, on a commencé à délirer ensemble, et puis on s'est dit qu'on allait appeler la vidéo « La vie normale de Johan Zarco ». En gros, on a décidé d'embrasser le côté normal, entre guillemets, chiant, complètement, et ça m'a donné du coup un cap beaucoup plus clair tout au long de la journée. J'allais chercher que des choses en rapport avec ça. Ça m'évitait de me perdre dans tous les sens. Au fur et à mesure que la journée passait, je me notais des idées, et puis surtout des séquences. Je commençais à préécrire des séquences pour m'aider plus tard au montage. Plus la journée passait, en fait, finalement, plus j'avais une idée claire de ce à quoi ça allait ressembler une fois arrivé en post-production. Si je reprends mes notes, par exemple, ce jour-là, j'ai écrit... Premiers échanges, ça déballe le matos, on rencontre non seulement Johan, mais aussi Sébastien. Si Johan, c'est Zoro, Sébastien et Bernardo. Ça a vraiment fini dans le montage. Johan est là, pas de staff, pas de team officiel, juste lui et un gars, Sébastien. En fait, c'est pas vraiment son mécano, ni son coach, ni son agent, c'est juste Sébastien. Ah, tout simplement. Putain, je croyais que c'était un truc technique, ouais. Si Johan, c'est Zoro, lui, c'est Bernardo. Pas un mot de trop, mais toujours là. Ça me surprend, mais ça me surprend pas. Début calme et enjoué, on décrit les motos et le but de cet entraînement. Puis la concentration s'installe, c'est un entraînement, mais on bascule en mode MotoGP. Sur le circuit, l'ambiance est encore légère. Ça chambre, ça rigole. On pourrait presque oublier pourquoi on est là. Mais sans s'en rendre compte, quelque chose change. Lentement, mais sûrement. Les gestes sont les mêmes, mais plus précis. Les regards sont les mêmes, mais plus concentrés. On voit Johan venir et repartir, encore, et encore, et encore. Puis rupture sur séquence suivante. Il revient, débrief et repart. Encore. Et encore. Et encore. Il revient toujours avec un détail en tête. Une sensation, un réglage à peaufiner. Rien n'est laissé au hasard. Tout semble parfaitement en place. Ou en tout cas, c'est ce que je croyais. Ou bien par exemple, Zarco nous emmène boire un café normal. Son diététicien lui conseille d'arrêter le gluten et il mange un croissant. Bon, ça c'est vraiment retrouvé au montage aussi. Attendez les gars, nous on fait un reportage sur la préparation d'un pilote de MotoGP et vous nous sortez des trucs fourrés avec du Nutella, des trucs que ça va pas ou quoi? Je viens de faire le bilan nutritionnel. Faut que j'arrête le gluten. Parfait, impeccable. Évidemment, je vais pas tous vous les lire, parce qu'il y en a beaucoup, mais en gros, à la fin de la journée, j'avais préécrit plus ou moins 11 séquences différentes, avec dans chacune des séquences, des idées un peu en vrac, et il me fallait juste, après, quand je suis passé en post-production, je suis reparti sur mes notes là, pour essayer de retrouver un peu, de me remettre un peu les idées en place. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'un point de vue strictement narratif, sur les problèmes narratifs de ce genre de vidéo-là, étant donné que c'est pas scripté, que c'est pas, en tout cas on n'a pas le temps de le faire, vaut mieux vraiment éviter de se dire je verrai au montage. C'est vraiment jamais une bonne idée de se dire je verrai au montage. Dernière petite astuce, bon celui-là je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois, mais tenez vos plans, tenez tout le temps vos plans. Moi j'ai tendance à me dire de les tenir toujours à au moins 6 secondes. Ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 10, évitez juste de shooter de 3 secondes et de bouger dans tous les sens, et de couper. Vous allez vraiment regretter plus tard. Anticipez tout ce que vous pouvez, votre futur vous remerciera. Donc j'avais une config en plusieurs parties. La première, une Sony FX3 avec sa poignée audio. Un micro shotgun, plus un set de wireless Go 2 avec capsule cravate. Sur la FX3, j'ai monté un Sigma 2470 avec un filtre ND vissé devant. Ce setup, vous l'avez sûrement vu des centaines de fois sur YouTube et c'est pas pour rien. En solo, il est super polyvalent, facile à shooter à la main, simple à gérer côté audio. Le 2470 permet de varier les plans rapidement sans changer d'optique et le micro canon est indispensable. Sur ce type de tournage, on n'a absolument pas le luxe de mettre un micro cravate à tout le monde, puisque de toute manière, on connaît même pas le nombre de personnages qu'on pourrait avoir dedans. J'ai mis donc un micro cravate uniquement sur Guillaume, la seule personne que je pouvais suivre de façon un peu cadrée. Pour le reste, c'était uniquement le shotgun qui bossait. Évidemment, c'était pas évident parce que avec le shotgun, faut rester le plus proche possible de son sujet. Et c'est vrai que dans un environnement un peu avec des box, des garages, des motos qui hurlent partout, c'est pas optimal, mais sincèrement, ça fait le taf. Il suffit juste toujours, encore une fois, de regarder les niveaux tout le temps. La FX3 avec la poignée XLR, elle peut enregistrer jusqu'à 4 canaux différents. J'ai mis le shotgun sur les 2 premiers canaux avec 2 niveaux différents, un haut et un plus bas, pour avoir une sécurité anti-saturation. Et sur le 3e canal, j'avais mis le micro-cravate de Guillaume.
Pour monitorer tout ça, je garde toujours une paire d'écouteurs dans mon sac à dos. Un truc cheap sur Amazon fait très bien le taf, un truc en jack là pour la FX3, c'est ça en tout cas. Je pense que c'est le cas sur la plupart des boîtiers. Dans mon oreille droite, je mets par exemple le micro-cravate. Dans mon oreille gauche, je mets le micro-canon. Ça me permet d'avoir les deux en même temps. Et puis surtout, si j'ai envie de me débarrasser du canon pour X ou Y raison, je peux le faire. Côté image, c'est pas indispensable, mais si vous pouvez rajouter un moniteur, ça va vous changer la vie. Vous verrez direct la différence, surtout si vous shootez en log. Moi, c'est mon cas, je shoot tout le temps en log, en S-Log 3 en l'occurrence avec les VX3. Et avec le mien, moi j'utilise un Atomos Shinobi, ouais, je crois que c'est ça, Shinobi. On peut mettre des luttes dessus. Donc moi j'ai mis une des miennes, ça me permet en fait tout simplement d'exposer en fonction de mes luttes à moi et ça m'évite aussi de passer un peu trop de temps sur l'étalonnage plus tard lorsque je passerai en post-production. Petite parenthèse pour ceux qui se poseraient la question, tout ce que j'ai fait sur ce tournage-là avec la FX3 aurait été possible avec la FX30. Largement, sans aucun problème. Je m'en suis pris une récemment, je fais tous mes tournages en ce moment avec et j'adore cette caméra, mais c'est sujet d'une autre vidéo. Ensuite, j'avais avec moi une Sony A6700 qui était presque tout le temps sur mon stabilisateur. Je vais pas rentrer trop dans le détail de cette caméra-là parce que j'ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée à celle-là. Vous pouvez toujours aller voir cette vidéo, je sais pas si elle va apparaître quelque part ou quoi, j'ai jamais fait ce truc-là, mais voilà, sinon je la mettrai dans la description. C'était ma caméra volante, entre guillemets, celle qui m'a beaucoup servi à faire les plans d'illustration de tout ça. Je l'ai utilisé aussi pour 2-3 plans d'introduction dans la vidéo sur une ventouse fixée sur un pare-brise. Ça m'évitait surtout de déshabiller, entre guillemets, la FX3 pour la mettre sur le stabilisateur, enfin c'était vraiment un gain de temps. Dessus, j'ai mis un Sigma 10-18 la plupart du temps, mais aussi un 70-200 qui s'est avéré hyper pratique. Je vous passe les détails, mais ce qui est cool sur un circuit, c'est qu'on peut aussi aller filmer les engins en bord de piste, ou en tout cas normalement. Étant donné encore une fois la nature du projet, j'avais pas forcément anticipé et du coup, j'avais pas accès aux abords du circuit. Du coup, j'ai triché en mettant ce 70-200 sur la 6700 qui en équivalence full frame, ça donne du 110 à 320 mm. Ça m'a permis quand même du coup de capturer des images des motos sur piste. Elles sont pas dingues les images, mais elles font le taf et puis surtout elles m'ont sauvé le cul et ça j'adore. J'ai pris aussi une GoPro avec l'espoir de la mettre sur la moto de Johan. Ce qui est cool, c'est qu'il a accepté. Ce qui l'est un peu moins, c'est que j'avais oublié mes filtres ND de GoPro ce jour-là. Et c'est là qu'intervient le matériel probablement le plus sous-coté et le plus pratique quand vous partez comme ça en solo sur des tournages, c'est le gaffeur. Ne faites pas comme moi, sauf si vous êtes désespéré. C'était mon cas. J'ai collé, scotché un filtre ND d'objectif normal, un 82 mm, sur une GoPro. Bon. C'est complètement con. C'est complètement con. C'est pas... Mais franchement, ça fait le taf et les images, elles sont dingues. Et surtout, ça m'a valu d'être posté sur Instagram par Shitty qui est en soi déjà un accomplissement absolument incroyable. Si vous aimez ce genre de petit contenu making-of, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En mention honorable, j'ai mis le sac à banane ultra pratique pour mettre les filtres, les batteries, les cartes SD. Et j'ai aussi utilisé mon iPhone 16 Pro parce que maintenant, grâce au profil d'image Apple Log, j'en ai fait une vidéo aussi que je vous mettrai pareil quelque part, sinon en description, on peut faire des trucs super bien et donc, des fois, on n'a pas le temps, voilà, on est trop serré, ou on passe plein de trucs dans le box, en l'occurrence là c'était un peu le cas, et puis en fait j'avais pas le temps de prendre la caméra, d'appuyer sur rec, d'allumer machin, je sortais juste mon téléphone, j'appuyais sur un bouton et puis ça donnait quelques images, voilà, prises à la volée, mais qui se retrouvaient quand même pour quelques-unes dans le montage. Pour être honnête, je pense sincèrement que ce chapitre-là, il mériterait une vidéo entière et encore beaucoup plus longue. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Mais dans les grandes lignes, ça commence comme ça. Restez organisé quoi qu'il arrive. N'importez pas les rushs n'importe comment là dans votre logiciel de montage. Faites d'abord des dossiers. Moi en l'occurrence, j'ai fait des dossiers en fonction des séquences que j'avais préécrites avant. Ça me permet tout simplement de rester organisé, de savoir où aller chercher tel ou tel élément en fonction du script que j'ai préécrit. Rester organisé, c'est pas qu'avant le montage, c'est aussi pendant le montage. Essayez de monter par séquence si vous pouvez, celle que vous avez imaginée au préalable. Ensuite, si le délai de livraison est court, ce qui était mon cas, faut pas hésiter à utiliser l'intelligence artificielle. Transcriptez tous les dialogues que vous avez, vous balancez dans ChatGPT, accompagnez évidemment du séquencier que vous avez préécrit avec toutes vos petites idées qui sont dedans, et vous demandez à ChatGPT par exemple de garder les meilleurs moments de tous les dialogues qui matchent le mieux en tout cas avec votre séquencier et avec vos idées.
vous gagnerez un temps fou pour choisir les meilleurs passages. Alors oui, vous vous fiez à l'intelligence artificielle, mais encore une fois, si le délai est court, ça fait clairement le travail. Rester organisé dans le montage, ça veut aussi dire créer des séquences à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui tombe. Des séquences ou des projets, sur Final Cut on parle de projets. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer une timeline par version. Une V1 par exemple avec une lutte de visionnage, une autre séquence pour l'étalonnage pur et dur, une autre séquence pour le mix. Vous aurez toujours du coup l'opportunité de revenir en arrière beaucoup plus facilement que si vous vous fiez aux sauvegardes automatiques, ce qui peut être vraiment un enfer. Utilisez de la voix off. Quand vous ne savez pas comment lier deux scènes par exemple, utilisez de la voix off. Les voix off, il y en a partout, faut pas avoir peur de les utiliser, faut pas avoir peur d'utiliser sa propre voix, ne serait-ce qu'en maquette. Ça vous facilitera la tâche à vous, mais aussi à votre client final. Moi, par exemple, dans ce cas présent, j'ai écrit et posé ma voix directement sur le montage, en utilisant le dictaphone de mon iPhone, donc j'enregistre sur l'iPhone et je fais un airdrop sur le Mac. Puis j'ai demandé à Guillaume de faire la même chose de chez lui, c'est-à-dire que, bon, on n'habite pas du tout au même endroit, mais il a enregistré de son côté, puis il m'a envoyé les fichiers. J'avais plus qu'à les recaler tout simplement sur mon montage tel que je l'avais déjà fait. Son monde normal, c'est cette bascule permanente entre décontraction et précision chirurgicale. Et moi, je suis sur le point d'assister à ça, de l'intérieur. Son monde normal, c'est cette bascule permanente entre décontraction et précision chirurgicale. Et moi, je suis sur le point d'assister à ça, de l'intérieur. Franchement, il y a trop de choses à dire sur la post-production. Je suis d'ailleurs en train d'écrire une vidéo à ce sujet-là. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, d'avoir un truc beaucoup plus détaillé. Mais je pense déjà avec les quelques astuces que je viens de vous donner, vous devriez vous en sortir. Et puis de manière après, passer de la pratique. Évidemment, il n'y a pas de sauce secrète, il n'y a pas de mode d'emploi universel, si ce n'est la pratique. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire d'autres trucs et astuces, des choses peut-être que vous faites vous dans ce genre de projet-là qui pourraient aider les autres, parce que cette chaîne c'est aussi un lieu d'échange et d'entraide. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, passez votre chemin. Appelez votre maman parce que vous lui manquez. Et puis je finirai sur une citation que j'ai vue dans un reportage Arte l'autre jour qui est « Une bonne sardine sera toujours meilleure qu'une mauvaise langouste ». Voilà. À bientôt.